Bonjour chers élèves, je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre année de seconde. Comme c'est la première vidéo que je consacre aux élèves de seconde, je vais commencer par un tour des programmes. Au collège, vous avez étudié la langue française, mais aussi des pièces de théâtre, des romans, des poésies, pour saisir leur sens et entendre ce que l'auteur cherche à nous dire. Au lycée, vous consoliderez votre culture littéraire et vous approfondirez votre connaissance de la langue pour devenir lecteur, ce qui vous procurera beaucoup de plaisir tout au long de votre vie. Les nouveaux programmes de 2019 mettent l'accent sur trois aspects. D'une part, acquérir une culture littéraire. D'autre part, bien s'exprimer et surtout devenir lecteur et s'intéresser à l'art. Les programmes, dans les faits, organisent l'année autour de 4 objets d'étude. La poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, le théâtre du XVIIe au XXIe siècle, le récit et le roman du XVIIIe au XXIe siècle, la littérature d'idées et la presse du XIXe au XXIe siècle. Nous allons commencer nos vidéos par le premier objet d'étude sur la poésie. Et dans cette vidéo, je vais dans un premier temps mobiliser avec vous les connaissances que vous avez vues au collège. Puis, je vais faire le tour des voix des poètes du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Pour l'analyse des textes poétiques, et là je m'adresse à mes élèves du groupe scolaire Tiazi, ça fera l'objet d'autres vidéos à venir. Alors, on va commencer déjà par le genre poétique. Le langage poétique se distingue de la prose par ses rimes, son rythme musical, son style souvent imagé, sa vocation à exprimer des sentiments ou à jouer avec les mots et sa mise en page. La poésie a longtemps été écrite en vers réguliers, selon des règles déterminées, par le type de strophe, la longueur des vers et la disposition des rimes. Et à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, certains poètes se sont affranchis de ces contraintes en inventant de nouvelles formes poétiques. Par exemple, le poème en prose, le poème en vers libre et voire même le poème graphique comme le calligramme par exemple. Vous avez vu aussi au collège les différents types de poésie. Vous avez étudié la poésie lyrique qui se caractérise par l'expression des sentiments personnels en employant le pronom « je » et en privilégiant les thèmes de l'amour, de la nature, de la méditation sur le temps qui passe. Vous avez lu des poètes du XIXe siècle comme Vigny ou Lamartine. Mais vous avez vu aussi la poésie engagée qui met la force de la persuasion du langage poétique au service d'une cause collective. Pour dénoncer des injustices ou célébrer des valeurs. Vous avez lu des poètes du XIXe siècle comme Hugo. Ah, mon cher Hugo, mes élèves savent toute l'admiration que j'ai pour lui. Ou des poètes du XXe siècle comme Aragon et Éluard. Au collège, vous vous êtes aussi familiarisé avec des notions comme le mètre. Le mètre est en fait la longueur du vers, déterminée par le nombre de syllabes prononcées qu'il comporte. Les mètres les plus utilisés sont l'alexandrin qui correspond à un vers de 12 syllabes, le décasyllabe pour le vers de 10 syllabes et l'octosyllabe pour le vers de 8 syllabes. Vous connaissez aussi la strophe. La strophe, c'est un ensemble de vers regroupés par une combinaison de rimes. Il existe plusieurs types de strophes en fonction du nombre de vers qu'elles contiennent. On parle par exemple de distique quand ce sont seulement 2 vers, le tercé pour 3 vers, le quatrain pour 4 vers, le quintile pour 5, le sixième pour 6, etc., etc. Vous avez vu aussi le sonnet qui est une forme fixe très utilisée dans la poésie française, composée de 2 quatrains suivis de 2 tercets et finalement vous avez surtout vu la rime. La rime, c'est le retour d'un même son en fin de vers. Vous connaissez les rimes riches qui comptent au moins 300 en commun. Par exemple, tour et détour. Par exemple, vous êtes au fait des rimes suffisantes qui ont 200 en commun. Corps et d'or, par exemple. Et vous êtes instruit des rimes pauvres qui n'ont qu'un seul son en commun, pluie et envie, à titre d'exemple. Et dernier élément par rapport aux rimes, ce sont les 3 schémas ou bien dispositions des rimes. On a ce qu'on appelle les rimes plates, A, A, B, B, les rimes embrassées, A, B, B, A ou croisées, A, B, A, B. Maintenant, intéressons-nous aux voix des poètes du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Cependant,
Il faut nécessairement que je vous parle de l'Antiquité, vous le savez très bien. Chanter ou déclamer, la poésie antique est profondément liée à la musique. Les mêmes dieux, Apollon et les muses, protègent musiciens et poètes. Ces derniers inventent une grande variété de formes et de tonalités qui inspirent par la suite les poètes français. Nous avons par exemple les épopées, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les odes élogieuses ou satiriques d'Horace, les fables de Phèdre ou encore les métamorphoses d'Ovide, épopées composées de récits mythologiques. D'ailleurs, c'est Ovide qui fixe le mythe d'Orphée, descendu aux enfers avec sa lyre pour ressusciter son aimé. Eurydice, cette légende symbolise les pouvoirs de la poésie lyrique, exprimer et sublimer ses sentiments, même douloureux, charmer ses auditeurs et tenter de faire renaître ce qui est perdu. Pour le Moyen-Âge, comme la poésie antique, la poésie médiévale est orale. Tout en privilégiant la transmission orale, la poésie connaît quand même de nouvelles formes écrites. Accompagnées de musique et de danse, les vers sont chantés par des jongleurs à la cour des seigneurs. Les troubadours du sud de la France composent en langue d'oc, les trouvères au nord emploient la langue d'oïl, contribuant à promouvoir les langues parlées plutôt que le latin. La poésie lyrique modèle le thème de l'amour courtois à partir des valeurs féodales. Comme un vassal au service de son suzerain, le chevalier voue un culte à sa dame idéalisée, alors que les femmes ont peu de droits dans la société médiévale. Si la création poétique tisse des lieux communs dans des formes codifiées, Villon ou Rutebeuf développent une inspiration plus personnelle. Au XVIe siècle, la poésie, par contre, là, se met à la mode italienne. C'est une sorte de titre par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. La poésie devient en effet un art à part entière, indépendant de la musique. Le roi François Ier, grand amateur de poésie, joue un rôle de mécène et incarne l'esprit de la Renaissance sous l'influence de la culture italienne. Durant la première moitié du siècle, des poètes de cour comme Marot et de l'école de Lyon comme Louise Labbé s'inspirent des Italiens pour renouveler l'écriture poétique. Et à partir de 1549, le groupe de la Pléiade, du Bellay, Ronsard rompt avec les formes médiévales. Il crée un art poétique qui vise l'imitation des auteurs antiques et l'enrichissement de la langue française pour rivaliser avec ses modèles. Animé par une inspiration divine, le poète est alors investi d'un rôle sacré auprès des hommes. Le XVIIe siècle, quant à lui, il met à l'honneur la poésie baroque et la poésie classique. Un vaste pan de la poésie est au service du pouvoir, poète de cour célébrant la grandeur du roi ou bien de puissants mécènes. De l'amour, des poètes précieux qui raffinent sur les codes de la galanterie, ou bien de Dieu pour ce qui est des oraisons funèbres ou bien des méditations sur la mort. La première moitié du siècle, dite baroque, privilégie une vision instable du monde. La seconde moitié tend vers le classicisme qui impose un idéal d'ordre et de mesure sous le règne de Louis XIV. La poésie en ce siècle règne partout. Elle règne aussi sur scène. Les tragédies et certaines comédies sont écrites en alexandrin. Le XVIIIe siècle, quant à lui, pourrait avoir comme titre le déclin de la poésie. Le siècle des Lumières, en effet, préfère la prose à la poésie versifiée, qui ne rime guère avec le rationalisme, ni les débats d'idées alors en vogue. Si Voltaire défend le genre poétique, il en fait surtout un ornement au service de ses thèses ou de récits épiques. La poésie va cependant renaître à la fin du siècle avec Chénier qui réhabilite le lyrisme élégiaque et l'inspiration antique. Et comme Chénier, Bernardin de Saint-Pierre et Rousseau, dont la prose poétique célèbre la nature et la sensibilité, s'imposeront comme les précurseurs de la poésie romantique au XIXe siècle. Dans la prochaine vidéo, chers élèves, nous allons étudier l'amour au premier regard et comment le prétexte amoureux devient-il principe poétique. Nous allons analyser des textes de Marie de France, de Pierre de Ronsard, de Paul Éluard, Joachim du Bellay, Vincent Voiture et Stéphane Mallarmé. Après cette vidéo, ou avant, je ne le sais pas encore, je vais vous proposer une vidéo sur comment lire un poème. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. À la prochaine. Ciao.